J'ai une première question. Donc cette année, le festival met en avant, les fantômes. Mmh. Alors je voulais savoir ce que vous pensiez de ce sujet-là, et un petit peu de ce rapport avec la société actuelle? Bon, alors déjà, c'est je pense que c'est un des genres, un des sous-genres les plus nobles du cinéma fantastique, Mmh. pour une simple raison, c'est que d'une part, il introduit une notion de subjectivité. Est-ce que le fantôme existe ou est-ce qu'il il n'existe pas? Est-ce qu'il est finalement créé par l'imagination des protagonistes, hein? Ça, c'est, je le plus grand film de fantôme et c'est admis généralement, c'est La Maison du diable de Robert Wise en 59 et tout le film joue sur le fait que peut-être le phénomène de hantise vient des frustrations, en fait, de l'héroïne principale. Mmh. Et c'est un film qui, bon, peut être jugé comme la mesure étalon du cinéma de fantôme, mais on peut citer également Les Innocents, d'après Le Tour d'écrou d'Henry James, le film de 1960 avec Deborah Carr. Et pareil, est-ce que les fantômes existent ou est-ce qu'ils sont la création, voilà, d'une psychologie fracturée Mmh. ou instable? Donc ça, c'est d'une donc le film de fantôme est souvent un jeu très subtil sur l'objectivité et la subjectivité. Après, je pense que les fantômes ont acquis une vraie, comment dirais-je, un vrai impact aujourd'hui, parce qu'il y a eu des cinéastes très talentueux qui s'en sont inspirés et qui en ont fait une créature populaire. C'est-à-dire que Oui. le fantôme, que ce soit La Maison du Diable ou Les Innocents que je citais, étaient des films très classieux. C'était des productions A, comme on dit. Mmh. C'est pas des productions B. Tandis que il y a aujourd'hui des cinéastes comme James Wan, par exemple, Oui, avec oui. la série Conjuring, avec la série Insidious, qui ont propagé en fait l'idée du fantôme à l'intérieur d'une population beaucoup plus jeune et plus populaire en fait. Oui. Et le film de fantôme est devenu donc un genre qui est affectionné par notamment le public de teenagers et qui y va pour frémir, etc., pour sursauter, et qui est généralement une figure qui permet à la mise en scène de travailler, je dirais, une sorte de jeu de cache-cache, Ouais. c'est-à-dire de jouer sur les pauses, de jouer sur ce qu'on attend d'un côté et qui va arriver de l'autre, et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est comme une sorte de jeu avec le public. J'ai pu assister à des projections de Conjuring ou de Insidious où le public Marche très bien. marche avec le film parce que oui, c'est finalement le descendant des bons vieux jeux de cache-cache de notre enfance, quoi. D'ailleurs, on a vu, une projection de The Innkeepers, donc Ty West, Ouais, qui est mis à l'honneur cette année, très bon film. a beaucoup joué. Oui, oui, c'est très, très bien. C'était une découverte pour moi aussi là, Oui, pour le coup. c'est mon film favori de Ouais, Ty bah, West. j'ai apprécié le voilà, le jeu entre l'humour et justement ce décalage où, voilà, on se demande si l'héroïne a imaginé tout ça ou Et il pas. y a ce moment incroyable, où elle est face au jeune homme Oui. et où on se demande s'il y a quelque chose derrière elle. Absolument, non, Formidable scène, ça marche etc. extrêmement bien. Extrêmement bien. Tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant donc du public qui assiste à toutes ces projections, on sait que le public de Gérardmer est connu pour, bah, pour sa passion. Mmh mh. Donc comment percevez-vous, la réception du cinéma fantastique par ce type d'audience en général? Bah, bien, hein, de toute façon, moi je fais partie d'une génération, qui est la génération des festivals, hein, puisque, moi je suis arrivé à Paris quand j'avais, 18 ans pour mes études de cinéma à l'IDEC et j'ai été tout de suite recruté par le journal L'Écran Fantastique, Mmh. d'Alain Schlockhoff qui par ailleurs, avait le festival Urex, donc qui était la grand-messe, du cinéma fantastique. Donc d'une certaine manière, moi j'appartiens à une génération qui a, aimé, voir les films en festival Ouais, avec un public, qui crie, qui hurle, qui s'amuse, qui qui réagit est au film. silencieux Mmh. quand le film, réclame le silence et qui est complètement, qui s'amuse quand, le film, prétend s'amuser ou quand le film est mauvais. Donc ça, je veux dire que c'est quelque chose qui fait partie aujourd'hui de la façon dont ces films sont reçus. Il y a une façon assez saine, un peu rock and roll en fait de voir les films fantastiques et j'espère que ça durera parce que, le cinéma fantastique, pour moi, comme le rock, a fait partie d'une contre-culture Oui. et je serais très malheureux si le cinéma fantastique devenait quelque chose de conformiste et de mainstream Bah, c'est ouais. au sens, conventionnel. Justement, c'est ma question suivante, l'importance de ce type de festival, par rapport à l'explosion de tout ce qui est, service de SVOD, où on Ouais, regarde souvent les bien films sûr, seul à la maison, alors bien sûr. parfois accompagné, mais on est souvent seul avec Mmh. le téléphone et cetera, donc on Mmh. n'est pas forcément concentré, donc quelle est l'importance encore de maintenir ce genre de festival? Ben, l'important, c'est déjà de voir les films sur grand écran, Mmh. puisque aujourd'hui, on voit qu'il y a une large part de la production, fantastique qui n'est plus visible que sur son petit écran. Alors, Oui. évidemment,
On a aujourd'hui des écrans plasma extraordinaires. On travaille on voit les choses en 4K. Bon, ce que je veux dire, c'est que les conditions aujourd'hui Très, très bonne. de projection de home theater sont extraordinaires par rapport à ce que moi j'ai connu, hein. Moi, quand j'ai acheté mon premier magnétoscope en 78, je veux dire, j'étais déjà fasciné à l'idée Oui, de posséder un film, même si bon, la qualité était celle, voilà, des diffusions à la télévision. C'est comme ça, hein. Mais donc, je dirais que pour moi, l'expérience en salle, l'expérience donc collective, est à mon avis la seule expérience qui compte pour inscrire le film dans nos mémoires. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a une recrudescence de films aujourd'hui diffusés sur les plateformes et on s'aperçoit que malheureusement, les films qui sont diffusés sur les plateformes, même s'ils sont vus par un nombre très important de gens, n'acquièrent plus le statut de culte qu'ils tout à fait. pouvaient acquérir quand ils étaient projetés en salle Mmh. autrefois. Donc il y a véritablement un problème. J'avais fait une table ronde à Séoul avec Bong Joon-ho et il me disait une chose qui m'a frappé. Il me disait on me parle de tous mes films quand je vais en Europe, sauf de Okja. Oui. Parce qu'Okja avait été produit par Netflix et avait été disponible donc que par le service Netflix. Et en fait, il disait que ça avait Donc, je lui posais la question, d'après vous, pourquoi Okja est le film le moins commenté, de vos films, celui qui est le moins commenté? Et il me disait très certainement parce que les gens ont ouvert le robinet et ont reçu Okja comme ils recevraient n'importe quel autre Un peu film. comme les films de David Fincher aussi, qui sont des grands auteurs qui sont maintenant qui ont des films qui sortent vraiment dans l'anonymat aussi ou Je Roma. suis absolument d'accord. Enfin, Fincher, pour moi, a été le plus grand cinéaste américain Mmh. apparu, je veux dire, dans les années 90. Et aujourd'hui, le fait qu'il travaille exclusivement pour Netflix, et je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il fasse évidemment Mindhunter, par Très exemple, bien, qui est une ouais. série prodigieuse Mmh. pour Netflix, parce que la destination d'une série, c'est la télévision. Mais c'est vrai que j'aurais tellement aimé voir Mank ou voir The Killer sur grand écran. Ça me frustre quelque part. Par exemple, Roma, qui est pas fait par David Fincher, mais qui est aussi un grand film, Mmh. j'ai attendu de le voir en salle Et c'est sorti pour le après. regarder, parce Mmh. que je ne pouvais pas imaginer qu'un film en plan séquence, en noir et blanc, avec ce niveau d'exigence, puisse être vu, je puisse le regarder chez moi, dans mon canapé, avec le téléphone qui peut éventuellement sonner à côté, ou moi qui me lève pour aller me servir Tout à fait. un thé, quoi. Mmh. C'est pas possible quelque part. Ouais, ouais. Moi, je veux être prisonnier de la salle, je veux être prisonnier de l'écran, je veux être en immersion. Mmh mh. Et en tant que joueur de jeux vidéo, je sais ce qu'est l'immersion. Et donc voilà, je revendique que certains films ont besoin d'être vus collectivement en immersion pour prétendre au culte qu'ils méritent, D'ailleurs, simplement. ce qui est étonnant, je rebondis là-dessus, c'est que, on a de plus en plus de rétrospectives de films cultes qui d'ailleurs reviennent au cinéma. Les gens se jettent sur ces Oui, projections-là en cinéma, oui. alors que c'est vrai on a toujours tendance à mettre en avant les services de SVOD, mais les vieux films du coup reviennent sur le devant de la scène beaucoup. Tout à fait. On peut se poser la question, David Lynch vient de disparaître. C'était sans doute le plus grand cinéaste de sa génération, Mmh. hein, et on peut se poser la question, est-ce qu'il aurait été aussi admiré si ces films n'avaient pas été vus en Ouais, salle? Je pense qu'il a été admiré spécifiquement aussi pour Twin Peaks, qui était bien sûr. la plus, pendant son temps, la plus grande série jamais faite, je veux dire. Mais qu'aurait été l'expérience de Elephant Man ou de Blue Velvet si on les avait vus sur petit écran? Je pense pas que ça aurait été la même chose. Je pense pas. Donc je pense que quelque part, avec les plateformes, c'est une évolution inévitable, mais le cinéma, à travers les plateformes, se tire une balle dans le pied. J'ai une dernière question de fans de jeux vidéo aussi, et notamment de Silent Hill. Donc, il y a eu beaucoup d'événements autour de la saga, d'ailleurs, Mmh. dernièrement, avec notamment le remake de Silent Hill 2. Voilà. Donc, votre prochain film va s'intéresser justement à Silent Hill 2, Et précisément à cette voilà, qui est histoire-là, à l'histoire aussi de James pour moi Sunderland. un des meilleurs. Voilà, pour moi, Voilà. c'est un des meilleurs jeux qui a jamais été fait. J'ai toujours pas remis de la claque à l'époque sur PlayStation 2. Ouais, moi aussi. Et je voulais savoir justement vers quelle direction vous alliez vers cette adaptation. Est-ce que vous allez rajouter des choses? Est-ce que vous allez vraiment coller au script en lui-même Bah, le ou film est fini, il est fini il y a 10 jours, ouais, hein, c'est la bonne donc nouvelle que j'ai entendue, ouais. voilà, il est fini il y a 10 jours. J'étais il y a 10 jours à Londres pour faire le checking technique du Mmh. film. Voilà. Bon, sinon, c'est l'adaptation, extrêmement fidèle. Je sais pas si vous avez vu la toute petite bande annonce, le petit teaser qui était passé. Je Non, crois que j'essaie de rien voilà, voir du tout pour bah, me vous plonger, auriez vu des images clés du jeu. ouais. Donc c'est une restitution du jeu. Évidemment, c'est un film, Mmh mh. donc la façon d'aborder l'histoire de James Sunderland et de Marie,
son amour qu'il cherche à travers Silent Hill, évidemment, procède d'une structure qui est une structure cinématographique et non Ouais. pas, évidemment, de jeux vidéo. Donc ça, c'est la différence entre les deux. Mais je dirais que les fans aujourd'hui ont bien compris ça. Le premier film que j'avais fait donc en 2006 Mmh. et qui a été très bien accueilli par Très les bien. fans Mmh. et qui aujourd'hui d'ailleurs continue à garder une Bien sûr. espèce Une espèce d'aura. d'aura, Mmh. voilà, pour les fans, parce que les fans ont compris une chose en fait, c'est que je suis l'un d'eux Oui, et que je défends ça se ressent, ouais. mordicus Mmh. l'œuvre que représente Silent Hill. Moi, je suis un modeste adaptateur, porteur de l'univers de Silent Hill sur le grand écran. Je ne suis pas autre chose. Je n'ai jamais cherché à me substituer au travail de Akira Yamaoka et de Et ses d'ailleurs, amis. vous êtes un des rares à avoir apporté même un petit peu quelque chose à la saga Silent Hill, Mmh, parce que votre façon de représenter le transfert entre le monde réel et ouais. le monde de Silent Hill a été repris dans certains jeux A été vidéo. repris, oui, oui, ça m'a fait plaisir Ouais, et ouais, puis, oui, c'est-à-dire que l'idée qui est toujours intéressante, c'est de savoir comment on peut, apporter quelque chose sans dénaturer l'œuvre mmh, originale. Moi, l'œuvre originale, je pense que c'est une œuvre d'art. Je pense que c'est, au même titre que les films de David Lynch, c'est des éléments importants, non seulement de la pop culture, mais de l'art contemporain. mmh Je le oui, pense réellement. mmh. Je pense que ça fait partie des choses qui, pour le public d'aujourd'hui, pour la jeune génération, représentent réellement ce qu'est l'art moderne. Heu, donc voilà. Sauf que là, pour ce public-là, l'art moderne, c'est aussi les jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo, on le sait, et notamment des jeux vidéo indés, et on Oui, sait que Silent Hill avait été créé dans des conditions complètement indépendantes, ouais. même si c'était à l'intérieur de Konami, mais la façon dont que Yamaoka, et son équipe ont travaillé sur ce jeu était complètement indépendant. Ils étaient 4 dans une petite pièce grosse comme un KGB Mmh. et ils ont fait ce jeu génial et voilà, ils ont développé quelque chose, ils ont trouvé quelque chose et je crois qu'aujourd'hui, mon travail, en tout cas, ça a été de garder la spécificité de ce miracle artistique. Donc voilà, après, ça sera aux fans de savoir ce qu'ils en pensent. Je pense que, bon, ce qui m'a fait plaisir, c'est que la première personne auquel je l'ai montré, c'est évidemment Akira, Ouais. il a fait la musique Ah, du film, bonne nouvelle. bah, comme dans le premier, Ouais, hein, ouais, de comme toute dans le façon. premier. Ouais. Je veux dire, je ne peux pas imaginer Silent Hill sans la musique de Akira Je suis Yamaoka. d'accord. Donc, il a fait la musique et il est donc le premier à qui j'ai montré le film. Il m'a fait plaisir en m'envoyant un message en me disant il avait chialé en regardant le film. Parfait. Donc, ça me fait plaisir. Maintenant, j'attends le verdict néanmoins des fans avec, voilà, pas angoisse, mais avec une certaine fébrilité, parce que Mmh. voilà, j'ai Puis c'est passé un 5 public ans de ma vie. exigeant, les fans de jeux vidéo. Mmh, C'est un peu plus qu'un public mmh. exigeant, c'est un public qui peut carrément vous crucifier. Oui, C'est ce qui s'est passé pour la personne qui a fait Silent Hill révélation. Révélation. Mmh. Voilà, et il emporte encore, il est le pauvre Michael Bassett que je connais, hein, qui est aujourd'hui MG Bassett, mais MG Bassett, je veux dire, il est encore obligé dans les dernières interviews que j'ai lues de lui de s'expliquer sur ce qui s'est passé. Ah d'accord. Donc voilà, moi j'ai pas fait le deuxième parce que je savais que les producteurs avaient envie d'aller dans une direction qui n'était pas celle du jeu, qui était plus Resident Evilesque, Oui. on va dire. Donc moi j'ai dit non parce que comme je leur ai dit à l'époque, j'ai envie de pouvoir aller acheter mes jeux sans me faire insulter. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais, tout à fait, Je veux ouais. dire, je dis: «Désolé, moi, j'ai pas envie Ouais, de me faire sniper, ouais. en sortant d'un magasin de jeux Parce vidéo». que Donc, l'accueil a été, il était vraiment brutal, violent. hein. Ouais, ouais, tout à fait. Voilà, donc voilà, moi, moi, je travaille pour j'ai toujours travaillé comme ça d'ailleurs, quand j'ai fait Crying Freeman, voilà, j'ai tenu le coup parce qu'à un moment donné, il y a eu des propositions pour que l'histoire de Crying Freeman soit transposée, par exemple, loin de l'Asie et tout ça. Ouais, Bon, ouais, mmh. pour moi, ce qui est important, j'aime la pop culture et donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que, les vertus des grandes créations de la pop culture, si elles ont touché un public, c'est bien pour une bonne raison et il faut surtout pas essayer, de les changer. C'est-à-dire qu'il y a une part d'irrationnel et de magie à l'intérieur de la façon dont des grandes franchises, notamment vidéoludiques, ont réussi à trouver un public. Parce que c'est vrai que Silent Hill, moi j'y ai rejoué quand j'ai adapté le film, c'est quand même quelque chose d'absolument insensé. Oui. C'est-à-dire que quand on y joue, on se dit: «Mais comment ça a pu marcher? Tu tellement noir, tellement sombre, tellement, désespéré, J'ai eu du mal à m'en tellement remettre quand, radical». ouais, tout à fait. J'ai Mmh.
Et c'est marrant parce que finalement, j'ai trouvé le jeu encore plus radical aujourd'hui qu'il ne l'était en Absolument. 2002. Ouais. C'est-à-dire, j'y ai rejoué, j'étais mais halluciné. Je me dis, mon Dieu, mais comment c'est possible? Enfin, la façon dont le jeu procède, son rythme interne, ce qu'il prétend raconter, c'est vraiment incroyable. Bah, c'était rare à l'époque d'avoir un jeu qui vous bousculait à ce point, en tout cas même dans la Oh, question bah, oui. morale et cetera. Je veux dire, après on avait surtout les Resident Evil, justement le côté spectacle et Ouais, série B, ouais. que là ça voulait vraiment raconter quelque chose, Tout à fait. Et d'ailleurs, un de mes principaux boulots a été d'expliquer gentiment, mais fermement, à mes producteurs, en quoi le film devait garder les ambiguïtés du jeu, parce qu'il y a des ambiguïtés morales absolument. Mmh. dans le jeu qui devaient être conservées et qui parfois vont à l'encontre de ce qu'on voit généralement dans le cinéma américain, en tout cas dans le cinéma fantastique de grande audience, notamment sur la moralité du personnage central. Il est clair que là, on est soumis à son point de vue, et son point de vue est extrêmement duel, comme on Oui. dit. Son point de vue est à la fois le point de vue d'un homme amoureux, mais également d'un psychopathe, et je crois, et d'un fou. Ouais. Et je crois que pour moi, c'était très important de conserver notamment ce genre de choses. Ouais. Eh bah, écoutez, merci beaucoup Christophe. Est-ce que vous avez un petit Merci. mot pour les festivaliers avant, Ben, qui passe le meilleur festival possible, voilà. Et moi, ça fait la 8e fois que je viens ici et je suis toujours ravi de retrouver l'ambiance, de retrouver ce même enthousiasme, mmh de la part, des bénévoles, de la part du public, donc c'est cool. De toute façon, moi, j'ai toujours préféré les festivals de province aux festivals parisiens. Je veux dire, il y a quelque chose de sympathique, de provincial, je dirais. Moi-même, je suis provincial, hein, je suis né, sur la Côte d'Azur, donc j'aime retrouver ce climat de bonne entente, et cetera. C'est ce qui nous change un peu de la rudesse parfois des réactions, dans la capitale ou dans les grandes villes. Merci beaucoup.